Alors nous allons donc donner la parole à Benoît Habert, qui a donc été très bien présenté tout à l'heure par Christiane, donc sur une conférence qui s'appelle « Construction et utilisation de corpus dans le cadre des technosciences de la langue ». Donc je te laisse la parole. Merci. Alors, Christiane m'avait demandé de continuer l'aspect historique, enfin, ou l'aspect même préhistorique ou l'aspect proto-historique d'une des racines d'Icare. Donc c'est pour ça que je propose un petit détour par un chemin de souvenirs, en sachant évidemment qu'on déforme toujours les souvenirs, donc mes souvenirs à moi pourront être confrontés avec d'autres souvenirs. Alors je vais parler d'une partie des racines qu'a évoqué tout à l'heure Christiane, donc la lexicométrie politique qui s'est développée à Saint-Cloud dans le post-68, avec, donc je vous ai mis deux livres, un livre de 75 qui porte précisément sur les tracts à mai 68, et puis le premier manuel de statistique textuelle de Lebar et Salem en 88, réédité en 94 et qui est en ligne quelque part sur le site de Paris 3. Lexicométrie politique, donc, je vous mets une citation d'un peu après, de Simone Bonafous et Maurice Tournier, donc 95, et la citation vous renvoie au monde de l'époque, c'est-à-dire, en gros, c'est un travail sur texte politique de gens qui ont lu fortement, d'une part Lacan, d'autre part Foucault, un petit peu Althusser, donc il y a de la statistique textuelle, mais il n'y a pas que ça, et il y a vraiment cette vision conflictuelle, dissensuelle, et du politique et de la langue. Donc là, il y a quelque chose qui est la configuration historique. Alors, petite chose, juste pour donner un peu une idée de ce qui s'est passé en 25-45 ans, pour donner un peu... Alors, quand j'étais tout petit, c'est effectivement là que j'étais vraiment très petit, c'est là que j'ai commencé effectivement avec Maurice Tournier en maîtrise, et puis ensuite une première thèse en statistique du vocabulaire sur le discours syndical, et de fait, j'ai connu, c'est terrifiant, les cartes perforées à 80 colonnes que vous avez là sur la gauche, et donc c'était une époque où effectivement on perforait des cartes pour faire les corpus, c'était dans des grands bacs comme ça, qu'on évitait évidemment de faire tomber, et qui étaient ensuite mis dans un lecteur pour pouvoir envoyer et les corpus et les instructions de traitement au CIRC à Orsay à ce moment-là. Et simplement pour donner des idées d'ordre de grandeur, tu parlais tout à l'heure, Christiane, de la quête du Graal, à peu près 250 000 mots, c'était à peu près ce que tu disais ? Enfin, 240 000, enfin bon, on ne va pas chipoter. Les gros corpus de l'époque Saint-Cloud, donc des années 80, je vous en ai donné un parmi d'autres. Celui utilisé pour le discours des confédérations syndicales, des quatre grandes de l'époque, CGT, CFDT, CFTC et FO, 76 à partir des résolutions syndicales, c'était 230 000 mots. Hein, et c'était un gros corpus pour l'époque, hein. Donc un livre publié en 82, les années 80 on a l'arrivée de l'ordinateur individuel, 95 le British National Corpus, donc le premier grand corpus, alors il y a eu beaucoup d'autres corpus anglais avant, mais le premier très grand corpus anglo-saxon, donc 100 millions de mots, donc un rapport 40 fois la parole syndicale, et je vais en parler plus tard, dans une des parties des arcanes de Google, il y a 44 milliards de mots en français, qui correspondent à 500 000 livres, et ça fait 440 fois le BNC, soit 17 600 fois la parole syndicale. Donc vous voyez, il s'est passé des choses en quelques années. Ces années-là, donc 80, enfin toutes ces années-là, on a dans Mots, qui est une revue qui continue à exister, qui a fêté son 101e numéro, et vous le trouvez à la sortie à la librairie de l'école, il y a donc les premiers textes fondateurs sur la lexicométrie, donc texte de Maurice Tournier en 80, tous les aspects sur les co-occurrences des mots entre eux, la localisation des formes, c'est-à-dire il y a des formes qui arrivent dans un texte en paquet, ça s'appelait en rafale, puis d'autres qui sont plus harmonieusement disposées, l'utilisation de techniques d'analyse multidimensionnelle, l'analyse factorielle, le travail sur les segments répétés, donc les suites de mots qui se répètent, et puis des choses qui n'ont pas eu la postérité pour des raisons contingentes, du travail par exemple sur les grammaires de discours de Jean-Pierre Sueur en 82, qui ensuite est allé faire d'autres choses, il est devenu député, maire, sénateur, donc ça gâche un peu la vie. Et donc
c'est ça à peu près. Donc il y a ces bases qui ont été fondées dans les années 80, et avec un débat qui maintenant paraît presque curieusement obsolète, le débat sur lématisation, pas lématisation. Donc il y avait sur la partie droite de la diapositive, vous avez les positions que défendait à l'époque à Strasbourg Charles Muller en disant il faut lématiser. Comment peut-on faire en ne lématisant pas? Et le laboratoire dit de Saint-Cloud défendant le ne lématisons pas parce que le droit et les droits, c'est pas pareil, comme tout le monde le sait, et la liberté, les libertés, enfin bon, ce genre de choses, en sachant que ça posait des problèmes parce que la non-lématisation, ça, pour le nom, oui, ça, etc. Pour les adjectifs, pour les verbes, ça pose d'autres questions. Et puis, une question que le laboratoire de Saint-Cloud a aussi abordée dans ces époques-là, enfin plutôt dans les années 85, c'est, il se trouve qu'il y a des mots en plusieurs mots dans la langue, et quand on coupe quand on coupe un texte en mots élémentaires, hein, par ce, par exemple, a une existence assez limitée tout seul, on a des problèmes. Donc il y a eu ce genre de choses. Donc on peut se demander si aujourd'hui c'est pas un peu désuet ce type de segmentation, d'autant qu'aujourd'hui on peut sur des mêmes données les lématiser, pas les lématiser, étiqueter, pas étiqueter. Donc on a changé. Alors c'est quoi les héritages de ça? Un premier héritage, je reviendrai rapidement mais je ne suis pas bien placé pour en parler, le fait que on n'utilise pas les mêmes modèles probabilistes quand on travaille sur 250 000 mots ou quand on travaille sur 44 milliards de mots par exemple. Donc des choses comme ça. Le fait que Christiane ensuite il faisait allusion en disant que Sophie Prévost était une personne raisonnable qui faisait des corpus raisonnés, le fait que la construction de corpus est un art, et donc il y avait tout un au moment où on saisissait sur des colonnes, sur des cartes en 80 colonnes, on réfléchissait un tout petit peu à ce qu'on mettait avant, donc il y avait une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on mettait dans un corpus, qui reste quelque chose d'intéressant, et en particulier le fait que ce qu'on voit quand on relit une partie, donc je suis allé me promener sur les sommaires de la revue Mots des années 80-95 à peu près, on s'aperçoit qu'il y a tout un travail en fait sur des genres textuels qui sont en fait des moyens de sélectionner, de préparer des corpus et des parties de corpus. C'est pas un hasard si la parole syndicale travaillait sur les résolutions générales de congrès et sur les textes intermédiaires et qu'il ne travaille pas sur la presse ou sur des choses comme ça. Et donc ça, c'est les héritages. Dans les choses qui sont moins simples, l'époque 80-90, on était dans des facteurs de corpus, c'est-à-dire des gens, voilà, enfin, on choisissait ce qu'on faisait parce que ça coûtait. On est maintenant dans des phases où on peut assembler des corpus, comme on fait un assemblage pour faire du vin, et on peut même dans une phase où on peut être un détourneur de réservoirs à corpus, et on peut dire, il y a ce tas-là, c'est un corpus. Voilà. Donc, et le tas, il peut s'appeler Google, mais il peut s'appeler plein d'autres choses. Et puis, un héritage qui est un héritage discuté ou disputé, la question de la norme endogène. Alors la norme endogène, c'est quoi? C'est l'idée à l'époque de dire on ne peut rien dire sur des fréquences en langue. Les seules choses qu'on puisse dire, ce sont des constats internes à un corpus. C'est-à-dire qu'en gros, le corpus est la norme, le corpus est subdivisé en parties, et les constats de fréquence et le jugement sur ces constats de fréquence vont être faits par rapport à cette norme endogène. Donc là, j'ai donné un petit exemple d'un microcorpus dans lequel vous avez une forme qui est le petit carré, et vous avez donc un corpus qui fait 124 mots, 124 occurrences, et puis vous avez des parties qui n'ont pas la même taille, et la signification qu'on peut accorder au petit carré noir en gras, il n'a pas le même sens, eu égard à la taille de la partie et à la taille de l'ensemble. Voilà, donc c'est ça en gros la notion de norme endogène. Alors, dès les années 80, donc là c'est un livre de 82, si je me souviens bien, il y avait, c'est pas nouveau, comme quoi notre regretté précédent président n'avait rien inventé, il y avait de l'insécurité dans les grands ensembles, et c'est Étienne Brunet, donc, de Nice, qui travaillait sur le TLF de l'époque, qui faisait 70 millions de mots, et qui faisait une sorte de grand parcours violent dans ces 70 millions de mots, et les partisans de Saint-Cloud disant c'est de l'insécurité dans les grands ensembles pour plein de raisons. D'abord, c'est faire un corpus de ce qui est plutôt une réserve de texte, une réserve de corpus, et puis mépriser un certain nombre de phénomènes, le fait que par exemple certaines œuvres très lourdes bougent les constats qu'on peut faire, ce que propose comme analyse Étienne Brunet, comme des grandes analyses sur la langue sur un siècle, parce que simplement certaines œuvres sont très contributrices, ce qui n'empêchera pas Étienne Brunet d'utiliser ça comme en disant voilà,
le front-texte, c'est simplement une sorte de toile de fond qui va nous permettre de regarder des choses qu'on fait dans un texte par rapport à ça. On ne peut pas comparer, bien évidemment, mais en tout cas, c'est une toile de fond. Alors, là, on approche des années récentes. L'insécurité dans les grands ensembles n'a pas changé, sauf qu'on est passé à des très grands ensembles, et c'est toujours Étienne Brunet qui sévit, mais de manière différente, qui sévit finalement à l'envers. Donc Étienne Brunet part du fait que Google, dans un de ses projets, donne accès à des indications de fréquence, il faudrait être plus précis que ça, sur 44 milliards de mots, donc qui est pour le français hein, uniquement, hein, donc uniquement sur le français. Donc vous avez ici les chiffres, et ce que montre Brunet, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que l'insécurité, elle est d'une autre nature, c'est que c'est pas parce qu'on a 44 millions de mots, qui est donc du français de 1800 à 2008, qu'on peut forcément s'appuyer dessus parce que, par exemple, il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés, comme les majuscules en début de phrase, comme des S, là c'est des problèmes d'océarisation, des S pris comme des F, donc on a des formes qui existent relativement peu en français, comme EFT pour EST, donc au début du 19e. Et donc, le travail que fait Étienne Brunet, c'est un travail de redressement, c'est-à-dire de dire, voilà, cet ensemble-là, on peut s'en servir pour un certain nombre de constats, à condition de le retravailler. Et donc, il fait du retravail sur la graphie, sur le découpage en tranches chronologiques, et y compris sur les formes. En même temps, ce que montre très bien Brunet, c'est qu'on a 44 milliards de mots sur lesquels on a une capacité de redressement qui est relativement limitée. C'est-à-dire, par exemple, on n'a pas accès au nombre d'occurrences effectives dans les ouvrages. On a accès à des estimations des fréquences. Donc lui, il remplace l'estimation par une autre estimation, mais une estimation d'une estimation, ce n'est pas forcément la réalité. Et donc, ce que montre quand même Étienne Brunet, c'est que sur ce genre d'ensemble, on voit des choses. C'est-à-dire qu'on a des tendances, alors qui ont été vues sur d'autres corpus, hein, par exemple sur l'affaiblissement du verbe pour, en gros, ce qui n'est pas la langue littéraire. Pour Frontex, on le constate un petit peu avec le fait que la langue littéraire maintient plus le verbe que, disons, la langue générale, ce qui ne veut bien évidemment rien dire. D'autres tendances là que je donne, et Brunet, qui est constant, dit utilisons ces 44 milliards de mots comme Frontex, comme ensemble de contrastes sur lequel on va pouvoir positionner ce qu'on est en train de regarder sur un corpus quelconque, ce qui n'est pas déraisonnable. Alors, ce qui est intéressant à travers ça, c'est le fait de se dire que dans cette espèce de passage, on a vu, hein, on a un facteur, on multiplie par 17 600 ce qu'on avait comme taille entre 82, le corpus du Graal, et là c'est ce que donne à voir Google. Ce qui est important de se dire, c'est que, c'est pour ça que je parle de masse médiée, c'est que ces masses-là, on n'y a pas un accès direct. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, je veux dire que quand on était en train de saisir autour des années 75-80 les textes des confédérations syndicales, on faisait des choix, on disait qu'est-ce que tu lis là, on relisait. Là, on n'a accès à rien du tout, on a accès à des choses qui nous sont données ou qui nous sont accessibles à travers des moteurs de recherche, donc qui vont raciniser les mots, qui vont les mettre en minuscules, qui vont les désaccentuer. Donc on a quelque chose qui est extraordinairement transformé, avec le fait qu'on n'a pas d'indicateur de fréquence. Vous ne pouvez pas utiliser Google pour dire ce truc-là vaut tant et puis ce truc-là vaut tant, ça n'a pas de sens, y compris parce que Google, si on parle de Google, parle sur quelque chose qui se transforme continuellement d'une part, que par ailleurs ces ajustements en termes de fonctionnement font que, y compris lui-même, n'est pas cohérent même sur une période courte. Donc on est vraiment sur quelque chose de très particulier. Donc on a une image qui est forcément déformée, sur une réalité qui en plus bouge, et on n'a pas de moyen de la redresser. Donc situation un tout petit peu compliquée, et situation d'autant plus compliquée que les grands acteurs du jeu ont petit à petit fermé le robinet. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où on pouvait interroger un peu violemment, ça a pu conduire à certaines universités à se faire couper l'accès, par exemple à Google qui disait mais vous faites quoi là chez nous, voilà. C'est un souvenir personnel de Ludovic Tanguy à Toulouse de Mirail. Après ça, il y a eu l'époque où on avait des bibliothèques d'accès, et puis maintenant on va vers des choses où, comme ce sont des données qui sont précieuses à plus d'un titre, on y a accès à travers des données qui sont éventuellement préparées pour nous, entre guillemets, comme les 40 milliards de mots dont je parlais, mais comme ils sont préparés, on n'est pas dans la préparation, on n'est pas dans la cuisine.
Voilà. Et donc on a des ressources statiques qui ont des biais qu'on ne peut pas mesurer, enfin, qu'il faut simplement subir. Alors je parle par des journaux, on pourrait dire la même chose sur les journaux. Donc il y a eu, à partir il y a en gros une dizaine d'années, oui, 10 ans, il y a eu tout un débat qui continue sous différentes formes sur le web est-il un corpus, ou le web, donc c'est le web as corpus, ou le web est-il quelque chose qui permet de construire des corpus, c'est for corpus. Et donc non, évidemment, le web n'est pas un corpus pour toutes les raisons que vous avez là, hein, donc on va pas épiloguer là-dessus, il n'a pas été fait pour ça. La langue non plus, enfin la parole, enfin plus précisément, n'est pas non plus un corpus, hein, on n'y a pas accès. Alors ce que je voudrais montrer là, c'est plutôt des positions qui se sont développées dans ce contexte-là. Première position, c'est la position qu'on peut appeler les cueillettes sélectives sur le web. Donc c'est position un peu, enfin, c'est l'écologie dans les grands ensembles, en gros. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, et c'est les exemples là que je donne, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce qu'on a des données monumentales qu'on a forcément le phénomène qui nous intéresse. Hein, je veux dire, très concrètement, comment faire une fiche lexicologique un peu intelligente sur Dieu, qui est quand même un sujet intéressant, si on a simplement 75 occurrences sur 200 millions de mots. Hein. Donc ça a été repris par d'autres personnes, qui est l'idée que, quelle que soit la taille, on n'a pas ce qu'on veut, donc au lieu de dire je lance un chalut, enfin je prends tout ça et puis j'aurai bien ce que je veux, ça veut dire qu'il faut être capable de dire je vais prendre là, ou je vais prendre là, ou je vais prendre de telle manière. Donc je donne juste un exemple, voilà, qui est un exemple de morphologie, autour de Marc Plénat et de l'équipe des morphologues de Toulouse, donc avec Nabil Atout et Ludovic Tanguy, où Marc Plénat, qui est un lecteur entre autres de San Antonio, faisait l'hypothèse que, donc c'est l'hypothèse, la conjecture de Pichon, donc c'est de 1940, qui disait que donc quand on a des choses comme Silvio Pelliquesque, donc il s'intéressait beaucoup pas à esque Marc Plénat, sur Silvio Pellico, ça devient Silvio Pelliqueste pour des raisons de concurrence, de non-redoublement du cas. Voilà. Et donc, en aval de Pichon, Marc Plénat donc, avait travaillé essentiellement dans une lecture manuelle, donc il lisait San Antonio, c'était un petit peu différent de ce que faisait Christiane, mais enfin donc il lisait San Antonio, il en avait trouvé 3 occurrences. Donc c'est l'article de Plénat de 97. Et puis l'équipe, Ludovic Tanguy et d'autres personnes ont développé donc un outil qui permet d'aller chercher précisément des formes ayant tel suffixe ou telle forme morphologique, et donc un chalut spécifique, donc un chalut à est ou à esque ou des choses comme ça. Et donc en 2002, on a donc 8 nouveaux exemples qui vont dans le même sens, et on en a 44 qui arrivent dans la deuxième campagne en 2004. Donc en gros, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre 97 et 2004, ça fait pas dire je compte comme une banane, ça fait pas 5 ans. Mais enfin, voyez l'idée. Il y a vraiment une révolution dans le mode de fonctionnement, dans la récupération des données, et c'est la conclusion de Ludovic Tanguy dans son habilitation, qui est de dire rien ne peut remplacer le web pour chercher des phénomènes rares, à condition de savoir les phénomènes qu'on cherche et où les chercher. Après, ça demande après ça un tout petit peu de travail. Alors, autre type de démarche, le web comme base pour créer des corpus. Alors, il y a des offres, donc là j'en donne quelques-unes, mais c'est très loin d'être limitatif. Donc, d'outils, de démarches, soit de corpus tout fait, soit d'outils pour, par exemple, c'est l'exemple de Glossanet, où on peut chercher quelque chose, un patron spécifique en disant où est-ce qu'on le cherche. Donc on a ce genre d'outillage pour travailler à partir du web, donc soit sur un objet précis, soit sur une enveloppe plus large. La question pour être capable de faire ça, enfin, en gros, ce qui est difficile dans cette histoire-là, c'est que on a un ensemble de choses, on a des pages sur le web, on n'a pas forcément des textes, on a d'ailleurs des pages dont une partie ne sont pas sont du texte, mais qui n'est pas du texte humain, mais du texte machinal, dont une partie a été engendrée, etc. Et là-dedans, donc, il faut être capable d'aller chercher les choses, de savoir exactement ce qu'on cherche, et puis d'avoir des outils, dire j'ai quelque chose, ça ressemble à ça, et j'aimerais bien trouver des choses qui ressemblent aussi à ça. Et ça suppose aussi d'être capable
de rassembler des choses dans un ensemble, puis dire voilà, je fais des tas, j'ai le tas des trucs qui ressemblent à ça, le tas des trucs qui ressemblent à ça, et puis là je vais pouvoir commencer à travailler. Mais donc c'est en gros ça ce qu'il faut être capable de mettre en place. Et donc sachant que on n'est pas, contrairement à ce qu'on... Enfin, on n'est pas, comme pour d'autres aspects, on n'est pas dans une situation où on puisse faire des sondages aléatoires, où on va dire, voilà, sonder de manière aléatoire le web, c'est pas forcément la bonne démarche. Donc il y a d'autres démarches à inventer. Brunet, toujours le même, tirer donc les deux leçons suivantes, hein, c'est que d'une part, quelle que soit la taille, on n'approche pas des fréquences en langue. Enfin, la fréquence en langue, il n'y a pas de probabilité en langue. Donc, Étienne Brunet la cite Maurice Sournier. Et puis, ce qu'il dit aussi, et ça c'est une chose quand même importante, c'est que c'est pas parce qu'on est des masses immenses que en gros, on peut se dire, si j'ai un tas de 44 millions de mots, ben, les petites erreurs, elles vont se mettre sous la moquette et puis on va pouvoir les ignorer. Et en fait, ben non, les erreurs ne sont pas sur la moquette et puis ça déforme. En fait, je veux dire, on a des gros effets, suivant les phénomènes, on peut avoir des gros effets de déplacement et on ne peut pas les ignorer. Donc l'image d'Étienne Brunet, c'est un corpus restreint mais plus pur, son côté malarméen, vaut mieux qu'un terril énorme mais dégradé. Non, celui-là je vais le passer, j'ai rien à en dire maintenant. Donc, sur les aspects instrumentés donc, que citait tout à l'heure l'aspect outillé de la linguistique, d'une certaine manière, le travail sur le langage, sur ce type de corpus, etc., rejoint ce qui est le cas dans beaucoup d'autres disciplines, le fait qu'on ne peut pas se passer d'instruments. Et c'est intéressant de voir, par exemple, une citation d'Antoine Pro de 1974, ce qui ramène à tout petit, qui disait on peut faire une lecture à la main des proclamations électorales, et puis on note ce qu'on note, et puis on fait une lecture statistique, puis on s'aperçoit que ça apporte quand même des choses. Là, maintenant, la situation est complètement différente, c'est-à-dire qu'on arrive dans des fonctionnements où il y a des choses qu'on ne peut plus lire tout simplement à la main, à l'œil, simplement parce que c'est une question de taille. Enfin, c'est une thématique que Sophie Prévost a beaucoup travaillé, qu'elle évoquera tout à l'heure. Et alors, Church, qui était au laboratoire d'ATT, donc il y a déjà 20 ans, disait ça. C'est-à-dire que quand vous avez des centaines de millions de mots qui vous tombent dessus, le pluviomètre comme élément de mesure est effectivement dérisoire. Ben voilà, donc même sur des masses assez petites, si on n'a pas d'outils, on n'y arrive pas. Alors, je passe très rapidement à la conclusion. Voilà. Conclusion, c'est le fait que il y a au moins deux grandes manières de voir les rapports entre sciences et techniques. Il y a disons le modèle Auguste Comte avec l'idée on a une science fondamentale et une science appliquée, et puis on est dans des modèles qui ont été théorisés à partir de Bachelard mais par plein d'autres personnes aujourd'hui, où on est dans des fonctionnements technoscientifiques avec des boucles de rétroaction entre de la technique et de la science, et on n'est pas dans l'application de la science. Donc on est à peu près là-dedans. Et ce qu'on peut dire, c'est que, contrairement à des prédictions qu'on pouvait faire dans les années 80-90, en disant jamais le langage ne donnera lieu à la sidérurgie, Google a la taille de très grandes entreprises, par exemple, sauf que c'est évidemment pas passé par les sciences du langage, c'est passé par des technologies qui n'empruntent pas aux sciences du langage, qui empruntent à la recherche d'informations et à l'extraction d'informations, donc c'est ailleurs. Voilà. Ça veut dire qu'on a à être capable de faire du travail de redressement ou de compréhension des biais des données qui nous sont maintenant disponibles. Et ça, c'est un vrai métier. Je pense qu'il va y avoir des métiers de curateur de données massives, et c'est une vraie difficulté. Et puis, il y a à commencer à apprendre à utiliser des sources de données langagières qui ont des biais qui sont très différents de ceux qu'on connaît. Par exemple, quand on est sur des données massives, on voit apparaître le jeu sur le langage et les énoncés métalinguistiques comme étant une dimension extrêmement importante. Par exemple, il y a une productivité morphologique qui est extrêmement forte, mais qui est du domaine du jeu et qui est à articuler avec ce que l'on dit habituellement sur ce qu'il est possible de dire morphologiquement et pas possible. Donc c'est les exemples sur les âges, rangeage, nettoyage, vidage, goulage, gouttage, etc. Et pour terminer, voilà, en gros, dans ce monde de données extrêmement massives,
comment ne pas être l'ivrogne au réverbère. Alors, merci beaucoup, Benoît. Est-ce que quelqu'un a des questions, des éclaircissements sur cette problématique importante? Oui, alors oui, c'est Jean-Charles. Non, c'est juste une petite remarque. J'ai entendu donc Christiane Antonio Haber, vous êtes manuel, et vous ne faites aucune référence à travail de Guggenheim sur les français fondamentaux. C'était quand même la première grande enquête, à ma connaissance, de plus et de traitement mécanographique. Pour le français, oui. C'est la première pour le français. C'est pas la première dans le monde. C'est intéressant parce que précisément la question sur le français fondamental et ce qu'a fait Guggenheim, c'est quel statut on donne au constat fréquentiel qu'il utilise. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est un des points de fixation de ce débat, c'est-à-dire il y a un corpus et un travail extrêmement intéressant. Il y a ensuite le statut qu'on donne au rapport entre les formes, et il y a vraiment toute une postérité de ce débat qui est en gros le débat Saint-Cloud, Muller, Brunet, enfin voilà, qui s'est continué. Oui, tout à fait. Si je peux ajouter quelque chose, ce qu'on a dit très vite, c'est que le corpus n'a pas été gardé comme corpus. Il a été utilisé une fois, et on ne lui a pas donné de statut de corpus, il a disparu. C'est-à-dire que jamais plus personne n'a pu l'utiliser. Constitué les 140 conversations. Tout à fait. Oui, tout à fait. Comment? Non. En tant que corpus, non. En tant que corpus, non. On est dans la même situation que d'une certaine manière, c'est la même situation que Google, que les 40 milliards de mots. C'est-à-dire qu'on a des résultats et des chiffres, en l'occurrence des estimations de chiffres pour Google, mais on n'a pas les données qui permettent de dire éventuellement je le construis autrement et je fais autre chose. Oui. Alors, Joseph. Oui. Je voudrais juste dire merci pour l'assassin Vito Rankel. L'ivrogne en haut de réverbère. Dans toute une stratégie, poser une question suggère cette remarque. C'est-à-dire, c'est la question de qualitative, c'est une question classique. Sur le choix des corpus, les questions qualitatives, toute cette question qui a été évoquée très rapidement, sur laquelle un mot de plus, ce serait ça. C'est-à-dire la qualité des corpus. On prend des corpus littéraires, on prend des corpus de type essai, on prend des corpus. Parce que la constitution qualitative du corpus répond à quelque chose qui est dans des diapos. Oui. Enfin, c'est pour ça que je termine par l'ivrogne au réverbère. Hein. C'est que il y a des risques non négligeables d'avoir des politiques, enfin des fonctionnements opportunistes par rapport à des sources textuelles qui sont disponibles. Quand on était en train de les frapper ou de les faire frapper avec les petits doigts et la correction au crayon de papier, des choses comme ça, de fait on était attentif à ce qu'on faisait. C'est une préoccupation, mais simplement il me semble qu'on peut la faire à frais nouveaux. C'est-à-dire que précisément on peut dire par exemple je constitue en quelque sorte des semences sur des sous-ensembles qui m'intéressent et je voudrais récupérer quelque chose qui ressemble par exemple à des épistolaires, quelque chose qui ressemble, etc. Parce que j'aurai des semences propres et puis après ça, je me donnerai des indices de qualité pour être capable de dire oui, le tas que j'ai constitué d'épistolaires, il est maintenant beaucoup plus gros, mais il ressemble bien à ce à quoi il doit ressembler. Après ça, je pense qu'alors là, l'équipe ICAR 3 et puis d'autres équipes, il y a toute la question, l'optique entre voltairienne, micro-mégas, c'est-à-dire être capable, et c'est aussi ce que dit Sophie Passim, c'est à la fois être capable de dire je manipule des grands machins et à la fois de temps en temps je suis capable d'aller revenir à tel endroit et de regarder, si je regarde mon gros machin il avait l'air bien beau mais à l'intérieur il y a vraiment une cochonnerie. Voilà, donc il y a vraiment ce côté micro-mégas. Y a-t-il Christiane, tu voulais poser une question? On est en train de discuter avec Catherine qui me dit mais à l'étranger on fait souvent référence au
corpus du français fondamental. Je dis oui, mais on peut faire référence sans savoir s'il existe. Est-ce qu'il existe? Est-ce que quelqu'un sait s'il existe? Non, mais ils sont pas disponibles. Ah ben maintenant, Non. maintenant ils ont été perdus d'après les déménagements. Oui, tout à fait, c'est bon. Oui, tout à fait. Ils ont existé et ensuite il y a eu des tableaux de fréquences qui ont été élaborés. Et à partir des tableaux de fréquences, on a mis en place des méthodes pour enseigner Bien sûr. le français aux écoles. Mais oui, on a perdu les données primaires, comme avec Google. On le garde en tant que tel, presque aussi précieusement sur les données dont on Bien sûr. contemplatif, parce que c'est un corpus qui a été pensé pour être réutilisable. On ne perd plus de corpus. Alors qu'avant, l'idée même du corpus n'existait pas comme on... Ah ben là, il a été constitué comme corpus. Bien sûr. Oui, mais pour une Pouvoir chose, voilà, prendre un certain nombre de décisions fondées sur quel français il y a enseigner. des chiffres. Voilà. Mais donc, vous savez vous aussi qu'à un moment, ça disparaît. Ah ben, Tout à fait. effectivement, il y a eu des Oui, déménagements, bien sûr. Paris, etc. Et que les banques, Mais de la même manière, hein, il y a eu un corpus célébrissime à... vidéo où on retrouve des gens qui sont on fait repasser les enregistrements. Ça doit être une des questions à laquelle cette séance, les séances de réponse, ça a quelques questions. Vous avez tout à fait raison de le marquer, mais voilà, pour répondre à ça existait, la notion même de corpus a évolué, ça n'a pas été compliqué. Parce que ce que faisait Kemada à Besançon, Tout à fait. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, non, juste dire, il y a eu exactement la même question. Il y a eu un corpus fait dans les années 70 à Orléans sur l'enseignement du français, etc., qui a failli être perdu. Il était en fait il était dans la benne, il a été récupéré, il a été numérisé, et maintenant ils sont en train de faire un corpus, donc 40 ans après, qui est SLO 2, mais on a failli le perdre. Hein. C'est vraiment, il a failli passer à la poubelle. Bien, merci beaucoup pour ces interventions.